Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Permettez-moi de saluer Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta qui a autorisé cette mission. Je voudrais profiter aussi pour remercier le général El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, et son staff, tous les porteurs d'uniformes et la population civile de Kidal pour l'accueil chaleureux réservé à moi-même et à ma délégation. Permettez-moi de rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre honneur, notre liberté et notre souveraineté. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant parce que moi j'ai eu de la chance. Je suis sorti le 30 mars 2012 avec les guerriers militaires qui ont pu évacuer Kidal. Certains de mes compagnons d'armes n'ont pas eu cette chance. Ils reposent ici désormais. Mais leur sacrifice n'est pas vain. Leur sang versé a nourri notre détermination à combattre le terrorisme et à préserver la souveraineté du Mali. Vous conviendrez avec moi qu'en 2022 tout près, on ne pouvait même pas rêver de venir interviewer le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali ici à Kidal. Juste vous montrer l'importance symbolique de ce lieu. Peut-être qu'il y avait des hommes et des femmes de médias courageux qui avaient la volonté et l'audace de le faire. Mais imaginez les négociations, voir les compromissions que tout cela allait demander à l'État. Aujourd'hui, nous ne pouvons nous déplacer sur l'ensemble du territoire national. Prendre notre temps, rencontrer les populations, discuter avec les populations, résoudre leurs problèmes. Pour symboliser notre mission et évaluer les progrès réalisés dans son exécution. Quelle autre ville du Mali pouvions-nous trouver pour résumer la marche du Mali vers la souveraineté, la paix? Quelle ville
du Mali a davantage souffert que cette belle cité malienne de Kidal pour sauvegarder notre intégrité territoriale. Donc c'est important d'être à Kidal. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation à Kidal est sous contrôle? La situation sécuritaire à Kidal est totalement sous contrôle. Aujourd'hui, Kidal fait partie de l'une des régions les plus sécurisées du Mali. Oui, monsieur le ministre, vous étiez ici en 2012 en tant qu'officier sur le terrain. Aujourd'hui, vous étiez évidemment avec d'autres frères d'armes. Vous venez aujourd'hui en tant que ministre de la Défense. Cela fait quoi de revenir à Kidal selon qu'on soit officier ou selon qu'on soit chef du département? Est-ce que c'est le même état d'esprit? Aujourd'hui, je suis fier de revenir à Kidal. Mais je suis aussi plus déterminé à poursuivre la mission que le peuple malien nous a confiée. 2012, Kidal est tombé. On peut dire que l'État malien a été trahi. Vous vous souvenez, après que Kidal soit tombé, les autres régions, Gao, Tombouctou ont suivi. Le Mali a perdu les 2/3 de son territoire. Nous avons bénéficié de l'aide de la communauté internationale. Il y a eu une reconquête. Sévaré, Tombouctou, Gao, ça s'est très bien passé. Mais concernant Kidal, on a empêché aux militaires maliens d'y accéder. On a chassé les terroristes, on a réinstallé les indépendantistes. Juste vous montrer la complicité entre certains pays et ces mouvements indépendantistes. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Allah. Malgré la présence de toutes ces forces, la situation sécuritaire continuait à se dégrader. Le peuple malien a demandé et a obtenu le départ de ces forces. Et aujourd'hui, les FAMA ont repris le contrôle de toutes ces zones qui étaient occupées par ces forces. Monsieur le ministre, parlant toujours de situation sécuritaire de la région, quand on dit Tinzaouaten, cela résonne un peu dans le subconscient des Maliens de façon un peu triste. Alors c'est à 230 km d'ici, si je ne m'abuse, à vol d'oiseau, Tinzaouaten qui cristallise un peu les tensions. Quelle est la situation aujourd'hui à ce niveau et peut-être un peu au-delà dans toute la région de Kidal? Les forces armées maliennes sont debout. Les FAMA poursuivent leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et des biens. Les militaires maliens
contrôle tout le territoire national. Quand on dit Tinzaouaten aussi, cela évoque cet incident entre guillemets survenu entre le Mali et l'Algérie, incident donc qui a ravivé les tensions entre les deux pays quand un de vos drones a donc été abattu. Comment est-ce que vous gérez cette situation? La destruction de notre drone est un acte grave. Quand nous avons été informés, nous avons tout de suite actionné les canons diplomatiques et militaires pour avoir plus d'informations. Mais soyons précis, le Mali ne tolérera aucun acte d'agression contre ces appareils de défense. Nous ne céderons à aucune intimidation, à aucune pression extérieure. Le Mali est dans son bon droit et nous nous réjouissons de la reconnaissance de ce droit par tous les pays lucides. Nous avons vu la solidarité de nos frères de l'AES dans ce dossier, comme dans d'autres. Cette solidarité montre qu'il faut être sincère dans la collaboration avec ses voisins. Nous ne sommes pas dans la logique d'une escalade. Nous laissons cela à ceux qui manquent de vision. Aujourd'hui, le Mali est capable de contrôler son ciel. Nous contrôlons nos frontières et nous assumons nos choix. Donc nous appelons, nous lançons un appel à nos voisins et partenaires algériens de venir à la raison. L'heure est à la coopération stratégique, pas à la provocation. Monsieur le ministre, cela m'amène à vous parler de coopération militaire au niveau de l'AES. On se rappelle qu'à cette occasion et à d'autres d'ailleurs, vous avez rappelé que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'espace confédéral est désormais un théâtre d'opérations communs. Comment est-ce que la coopération militaire se porte aujourd'hui au sein de l'AES? La coopération militaire au sein de l'AES se porte très bien. Aujourd'hui, l'espace confédéral de l'AES a été érigé en espace unifié pour dissoudre un peu les problèmes liés aux poursuites. Aujourd'hui, on peut mener nos missions sans demander d'autorisation de poursuite. Et aujourd'hui, avec la mutualisation des moyens et le partage de renseignements, plusieurs opérations ont été menées dans le cadre de l'AIS, notamment l'opération Yereko 1 et Yereko 2, qui ont obtenu de très bons résultats. Et nous pouvons dire que c'est une initiative qui nous a permis de pouvoir porter un coup dur à l'ennemi. Est-ce que la coopération militaire au sein de l'AES, on peut parler d'exclusivité?
et les autres pays voisins, est-ce qu'on va continuer également à coopérer militairement avec eux ou c'est exclusivement autour de l'AES, monsieur le ministre? Vous savez, le Mali coopère avec tous les pays qui désirent travailler avec nous. Contrairement au message que nos ennemis essayent de faire passer. Aujourd'hui, tous les États qui désirent travailler avec le Mali, il faut qu'ils acceptent seulement de nous reconnaître en tant qu'État et de respecter les 3 principes édictés par le chef de l'État, les 3 principes qui guident l'action gouvernementale. Le Mali travaille avec plusieurs autres pays, notamment les voisins. Il y a eu notamment une rencontre avec le Sénégal. Nous faisons des patrouilles avec le Sénégal et nous coopérons avec la Chine, la Russie, la Turquie et plein d'autres pays. On parle de plus en plus de l'opération Dougoukoloko. De Maliko, on va à Dougoukoloko. Pour le profane, le citoyen lambda, ça va impliquer quoi? Qu'est-ce qui va changer concrètement de Maliko à Dougoukoloko? Aujourd'hui, l'opération Dougoukoloko a succédé à l'opération Maliko. Après 5 années d'opération militaire ayant permis de restaurer l'autorité de l'État à l'est et au centre du pays. Ce nouveau plan a été initié après l'atteinte des objectifs du plan Maliko. Avec Dougoukoloko, un autre théâtre appelé Théâtre Sud a été créé, en plus des 2 précédents mis en place dans Maliko. L'objectif du plan Dougoukoloko est de garantir l'autorité et la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, tout en éliminant les menaces terroristes et criminelles. On parle de posture offensive, puisqu'il y a quelques années, les camps au Mali étaient souvent occupés par les terroristes, et réoccupés même le lendemain. Et depuis quelques années, c'est une posture offensive. L'armée malienne a l'initiative. Et pour certains, c'est la cohésion, la convergence du politique et du militaire qui nous a amené à ce résultat-là. Selon vous, en quoi c'est important, cette convergence-là? Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a donné comme instruction de remettre l'armée sur pied. Et la priorité a été donnée à l'armée. L'effectif des femmes a été renforcé avec un recrutement de 9500 personnels, toutes catégories confondues. Ce renforcement a pour but d'honorer les engagements opérationnels et de pouvoir jouer pleinement notre rôle dans le cadre de la synergie intergouvernementale pour stabiliser durablement les zones qui étaient sous contrôle des groupes armés terroristes. Ce renforcement en effectif s'est accompagné par la mise à disposition d'infrastructures modernes afin d'offrir aux hommes des conditions décentes de travail et de sécurité. Ces infrastructures rentrent aussi dans le cadre du maillage territorial. Et le renforcement en capacité s'est étendu également à l'acquisition de matériel et d'équipements ultramodernes de combat et de surveillance du territoire. Et
Ces acquisitions s'expliquent par la nécessité d'adapter la capacité des femmes à l'évolution de la situation sécuritaire. Monsieur le ministre, les Maliens sont fiers, hein. Tous les Maliens peuvent être fiers de cette montée en puissance, mais souvent ils ont des inquiétudes quand ils voient des attaques le long des corridors, Sandaré, Sebabougou. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets à ce niveau? C'est vrai, il y a une montée en puissance, les principales villes sont occupées, l'armée est présente, mais ces petites attaques-là, souvent pas loin de Bamako, est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude selon vous? C'est normal quand il y a des attaques que les gens s'inquiètent. Mais je peux vous rassurer, hein, la sécurité est sous contrôle. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une lutte facile. Aujourd'hui, l'ennemi est presque en fin de vie. Ils essayent juste de marquer leur présence en s'attaquant aux cibles molles. Mais les femmes ont repris l'initiative. Avant, c'est nos camps qui sont attaqués. Avant, c'est nos convois qui sont attaqués. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui sortent pour aller rechercher l'ennemi, juste dans son dernier retranchement. Donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour ces cas isolés. Alors, les FAMA qui prennent l'initiative, les FAMA qui vont chercher l'ennemi jusque dans son dernier retranchement, mais les FAMA aussi qui sont accusés par moments de violations graves des droits de l'homme. Cas concret, Diafarabé, où l'on accuse une unité de FAMA d'avoir exécuté des civils. Il s'est passé quoi, disons, à Diafarabé, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent l'armée d'avoir exécuté des civils? Les droits de l'homme, nous avons compris. On ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Ça, ce n'est pas possible. Nous avons connu les droits de l'homme avant eux. Nous savons les questions de droits de l'homme sont là. C'est une arme pour certaines puissances pour atteindre des objectifs politiques. En ce qui nous concerne, ces accusations ont pour but uniquement de briser l'élan des femmes, de saper le moral de nos hommes pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais c'est peine perdue. Ces accusations nous renforcent, nous motivent à aller encore plus devant, à combattre encore avec beaucoup de courage pour le Mali, pour nos choix stratégiques, pour notre liberté, pour notre honneur et notre dignité. En ce qui concerne Diafarabé, quand nous avons eu connaissance des allégations d'exaction, immédiatement nous avons instruit au commandement militaire de se rendre sur place. Et parallèlement, nous avons instruit l'ouverture d'une enquête afin d'établir les faits et voir éventuellement si les faits sont établis, s'il y a des coupables. Ce que nous voulons dire, nous avons une armée qui protège la population. Nous ne combattons pas la population. Nous sommes une armée professionnelle où les droits de l'homme sont enseignés à tous les niveaux. Aujourd'hui,
la question Peul est une question sensible. Oui, parce qu'au-delà des forces armées maliennes, on accuse carrément les forces de l'AES de faire un amalgame à ce niveau. Je vais venir. Nous n'allons pas faire d'amalgame. Nous savons que tous les Peuls ne sont pas terroristes. Mais c'est une stratégie utilisée par nos ennemis pour nous diviser, pour mieux régner. Ça ne marchera pas. On veut instrumentaliser les Peuls aujourd'hui parce qu'on sait que les Peuls sont un peu partout en Afrique, spécialement dans la zone AES. C'est plus facile de les mobiliser. Donc on ne va pas tomber dans ce jeu. Ce que je voulais dire par là, nous devons faire attention. Il y a des gens, il y a des États qui vivent de ce problème. Des gens qui récoltent de l'argent au nom de la communauté Peul en essayant de transformer le problème. Nous ne combattons pas une communauté. Nous combattons des terroristes qui tuent, qui violent. Et toutes les communautés sont représentées dans l'armée, y compris le Peul. Encore une fois, nous ne ferons pas d'amalgame. Nous savons que tous les Peuls ne sont pas terroristes. Nous savons qu'il y a des Peuls patriotes qui sont en train de se battre pour la stabilité de ce pays. Nous savons qu'il y a des associations Peuls qui sont en train de se battre pour la stabilité de ce pays. Donc nous ne ferons pas d'amalgame. Alors, l'armée qui combat, l'armée qui est accusée, ça fait quand même beaucoup de pression. Comment est-ce que vos hommes supportent tout cela? Leur moral aujourd'hui, il est à quel niveau? Le moral de nos hommes est au beau fixe. Parce que le soldat malien sait que le pays est derrière lui. Il ne défend pas un régime. Il défend des villages, des familles, un pays en reconstruction. Le combat est difficile, mais il est désormais à nous. Oui, monsieur le ministre, au Mali, on parle beaucoup de souveraineté. La souveraineté, si on essaie de la transposer dans le domaine militaire, en termes d'industrie militaire, on a entendu parler des ateliers centraux de Markala, d'une usine de munitions à Sikasso. Où est-ce qu'on en est avec cette vision-là? À quand le soldat malien équipé au Mali, du pied jusqu'à la tête par exemple? C'est exactement ça la vision du président. Et c'est l'instruction que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta nous a donnée. Qu'un jour, que le soldat malien soit équipé de la tête aux pieds par l'État malien. Ce n'est pas seulement une question d'image, c'est une question de souveraineté, je dirais même de dignité nationale. Le ministère de la Défense et des anciens combattants travaille à la réalisation de ce projet. Je peux même vous dire déjà que ça a commencé avec les ateliers militaires centraux de Markala. Nous faisons beaucoup de choses. La confection des tenues avec le commissariat des armées, les boîtes à ration alimentaire individuelles du combattant avec le commissariat des armées. C'est une question sensible. Je ne veux pas m'aventurer pour ne pas dévoiler notre stratégie. Mais c'est en cours. Oui, la restructuration des services de l'armée, c'est cela, c'est le renforcement de capacité également. Quelle autre vision se décline autour de ce projet-là, monsieur le ministre?
Quand l'armée évolue, il faut forcément que les services, les structures évoluent aussi. C'est dans ce cadre que le ministère de la Défense et des anciens combattants a procédé à la relecture de certaines de ces structures clés, comme la direction des écoles militaires, la direction du sport militaire, l'Office national des anciens combattants militaires et retraités et victimes de guerre du Mali. La relecture des textes de ces structures permettra d'harmoniser la formation au niveau de l'armée. C'est bon d'avoir les équipements, mais il faut au moins connaître des hommes bien formés. Et ça va permettre aussi à renforcer l'entraînement physique et la cohésion au sein des femmes et garantir une meilleure prise en charge des anciens combattants, des militaires retraités, les victimes militaires et leurs familles. Depuis qu'on est là, nous avons eu l'opportunité, le privilège de vous suivre, Monsieur le ministre, mais vous avez régulièrement fait mention au président Assimi Goïta, chef suprême des armées. Monsieur le ministre, c'est un peu surprenant pour nous, journalistes, qui sommes à la confluence des opinions sur les réseaux sociaux où on entend certains Maliens dire que ça ne va pas trop entre le ministre de la Défense et le président de la transition. Voilà, alors que vous, régulièrement, vous avez cité le président de la transition. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus au niveau de l'opinion, par exemple? Le général d'armée Assimi Goïta, c'est quelqu'un que moi je connais très bien pour avoir combattu avec lui. Tête et salette ensemble. Fait plusieurs missions ensemble. On peut tout dire, sauf qu'il n'aime pas le Mali. C'est une stratégie des ennemis du Mali pour nous diviser, pour nous opposer. Ça ne marchera pas. Nous avons compris. Je sais que la majorité des Maliens a compris. Alors, est-ce que cette atmosphère d'entente cordiale, on va la qualifier ainsi, qui existe entre vous, si j'ai bien compris ce que vous répondez à Sékou, s'étend aussi au corps d'où vous êtes issus, chacun de vous? Aujourd'hui, la cohésion au sein des porteurs de réformes n'a pas d'égal. Si vous voyez qu'aujourd'hui des résultats sont obtenus, c'est parce qu'il y a la cohésion. La cohésion entre les politiques, la cohésion au niveau de la chaîne de commandement et la cohésion au niveau de la troupe. Donc nous pouvons rassurer le peuple malien qu'au sein de l'armée, tout va bien. Et nous ne serons pas distraits. Voyons à présent une perception par les populations des activités que mènent les FAMA sur le terrain. C'est dans ce micro-trottoir réalisé par la DIRPA. Il y avait plus de 100 combien de pays à bébé. On a chamé barareke. On a mis dans un numéro fait. Ou bien baram la population de la Inindu a baran na fa béaï. Jamana vle chugo mina 6 ans à comment ye ko sugu beta una ni sira sugu be mais ala ma lablawe mais nan découragera arsa mo ndo tenyina wakati be ube nani sira kurare an kan ka fara suga a mɔgɔ jugu nunu kɛlɛ ka ba an ka jamana kɔnɔ parce que maliden tɛ se ka kɛ foyi maliden kɔ an ka jamana vraiment an bɔra yɔrɔ caman na an bɔ yɔrɔ ka jan mais k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ dignité bɛ malien na malien ta y'a yɛrɛ ye vraiment
ninnu ye caman ka baara la bon an fana b'u kɔ. Kɛlɛ nin tɛ se ka ban fo population de ka fara sɔrɔdasiw kan ka kɛlɛ nin ban population fana ka faamu gɛlɛya n'a waati le ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ min ka kan ka kɛ ka population lafiya o le bɛ don furakɛli bana ni sɔrɔdasiw ka dépense ni essence la donc kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ waati min ani jamana lafiyalen don tɔnw tɛ kelen. population bɛɛ ka jɛ k'i fɛɛrɛ kɛ kelen ye fɛntigi fara nafolotigi fara fanda kan bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye terroriste fan o fan n'an y'u ye population cɛla an k'u kofɔ k'u faamaw wele faamaw ka n'u minɛ. walayi ni tun y'a ɲininka k'a fɔ k'an bɛ se ka se nin ta la an bɛ na sugu la an bɛ taa an ka misiriw la an bɛ an ka bato kɛ k'a sɔrɔ marifa mankan tɛ an tun ma da la mais alhamdulilayi ala y'an garisɛgɛ ɲɛmɔgɔ la o nana bi ka na fu siri n dan na n'an sigala mɔgɔ mɔgɔ ma k'o ye siyanamɔgɔ ye an b'u wele k'u kunnafoni k'a fɔ ko nin ye siyanamɔgɔ ye. waati dɔ la maliko kuma n'a kun fɔra dusukasi kun don mais sisan n'a fɔra maliyɛnya yɛrɛ kɛla fierté ye yɔrɔw la sisan. n'an fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen siga foyi t'a la gɛlɛya in bɛ ban o la ni jamanaden bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ hakilina kelen miiriya kelen siga foyi t'a la gɛlɛya in bɛ ban ni ala sɔnna ma. Monsieur le ministre, parlons de médias, de communication. La DIRPA s'est dotée récemment d'une radio, d'une web TV. Quand l'armée se met à communiquer véritablement, cette armée qu'on qualifiait dans un passé récent de grande muette, quel rôle jouent aujourd'hui ces médias? Est-ce que les médias classiques ne vous suffisaient plus? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, là, la communication est fondamentale dans toute stratégie. L'initiative de doter les forces armées d'une radio et d'une web TV est née de la volonté des plus hautes autorités de renforcer la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir la diffusion d'informations crédibles à travers une large couverture des activités des femmes. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec les armes. La guerre communicationnelle est la plus dangereuse que ce que nous connaissons. Donc, permettez-moi de féliciter et de remercier les hommes et les femmes des médias qui jouent un rôle très important dans la lutte que nous menons. Alors, Monsieur le ministre, on est au terme de notre entretien. De Kidal, ici, qu'est-ce que vous avez envie de dire en quelques mots pour conclure, et comme message peut-être pour la troupe et pour les Maliens en général? Mon dernier mot, c'est la confiance. La confiance en nos hommes, la confiance en notre peuple, la confiance en notre capacité de surmonter les difficultés. Le chemin est long, mais il est à nous. Tant que nous resterons ensemble, tant que nous resterons unis, aucune force ne pourra éteindre le Mali. Aucune force. En ce qui concerne la population, je les remercie de leur soutien et je leur demande encore de continuer à soutenir davantage les femmes. Tous les pays forts, tous les États forts sont adossés à des armées fortes. Je vais avoir une pensée
pour nos morts. Qu'Allah le Tout-Puissant puisse les accueillir dans son paradis. Ils ne sont pas morts pour rien. Grâce à eux, aujourd'hui, le Mali est unifié. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et je rassure les otages et les parents des otages. Nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent nous rejoindre, pour qu'ensemble on termine le travail que nous avons commencé ensemble. Nous vous souhaitons encore une fois beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans cette mission pour le Mali. Et nous vous remercions, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.